Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Ce matin, la gare Saint-Lazare de Claude Monet était de travers. Oh, pas beaucoup, 2 ou 3 degrés peut-être, mais suffisamment pour qu'une locomotive qui penche déjà vers la droite donne l'impression d'envisager sérieusement de quitter les rails. Alors, j'ai posé mon café et je suis allé la remettre droite. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je dis que j'ai vu le tableau, mais il faudrait préciser que c'est une reproduction. Elle est accrochée au mur de ma salle à manger depuis des années et avant cela, elle était dans mon bureau chez Firkel Anthracite. J'ai donc passé une partie considérable de mon existence devant la gare Saint-Lazare sans vraiment la regarder. C'est assez vexant. On croit que les choses familières sont celles que l'on connaît le mieux, alors qu'elles sont souvent celles qu'on a justement cessé de voir. J'ai reculé de 2 pas et pour une fois j'ai commencé à examiner la gare. C'est construit cette affaire-là. Les rails filent vers le fond, les poteaux dressent leur verticale, et au-dessus, l'immense charpente métallique coiffe le tout comme un triangle isocèle dans un cahier d'écolier. On se retrouve dans une sorte de cathédrale fumante où l'on aurait remplacé l'encens par du charbon. Moi, j'ai toujours aimé les choses d'aplomb, probablement une séquelle professionnelle. Débit à gauche, crédit à droite, et si les 2 colonnes tombent d'accord, on peut rentrer chez soi avec le sentiment modeste, mais appréciable, d'avoir contribué à l'ordre du monde. Monet aussi construit très sérieusement sa gare. Seulement une fois les rails, les quais et la verrière installés, il fait quelque chose qu'aucun comptable raisonnable ne ferait, il lâche de la vapeur partout. Elle monte, elle s'étale, mange les contours, les locomotives énormes et pesantes disparaissent derrière ce qu'elles produisent. Les immeubles du fond hésitent entre le jaune, le gris et le bleu, et la verrière elle-même paraît se dissoudre dans l'air. Plus je la contemplais, moins la gare semblait solide. Je me suis demandé si Monet avait peint une gare ou quelque chose qui était en train de disparaître. En 1877, Monet a 36 ans. Il choisit la gare Saint-Lazare, un endroit où personne ne songerait spontanément à chercher un paysage. Sifflement des machines, portières qui claquent, employés qui crient, voyageurs qui cherchent leur quai, odeur de charbon, de vapeur et de métal chaud. Il obtient l'autorisation d'y travailler et peint une 12aine de toiles, se déplaçant, attendant une locomotive ou un panache sous la verrière, recommençant dès que la lumière change. Une gare ne reste jamais la même très longtemps et pour Monet, c'était une excellente nouvelle. Moi, et les locomotives à vapeur, j'ai toujours aimé ça. Et il faut dire que j'étais bien placé. Le charbon, je l'ai surtout connu en tonnes, en factures et en bordereaux. Et aussi quand je partais au travail, la petite plaisanterie rituelle d'Emma. Alors, on part au charbon ? C'est d'ailleurs une matière assez peu disposée au lyrisme. C'est noir, ça tache, ça empoussière, et lorsqu'une livraison n'est pas conforme, elle provoque des conversations dont même Baudelaire aurait eu du mal à tirer un sonnet. Mais ce matin-là, devant Monet, j'ai compris quelque chose. Le charbon entre noir dans la chaudière, il devient chaleur, la chaleur devient mouvement, l'eau devient vapeur, et Monet prend tout cela, et il en fait du bleu. Du bleu ! Pour un ancien comptable du charbon, pensez donc. C'est alors que j'ai aussi remarqué les gens. Je n'y avais jamais fait attention. À droite, il y a un monsieur, enfin, j'ai décidé que c'était un monsieur, Monet, ayant eu la délicatesse de ne fournir aucun état civil. Il attend quelqu'un, ça, j'en suis presque sûr. Je lui ai donc attribué une épouse revenant de Rouen par le train de 11h20, avec 2 valises, un chapeau devenu légèrement hostile pendant le voyage, et probablement un pot de confiture enveloppé dans du papier journal. Un peu plus loin, près des voies, une autre petite tache sombre m'intrigue. J'en ai fait un représentant en bouton de manchette qui part pour le Havre, marié, 2 enfants, une légère tendance à l'embonpoint, et une valise contenant 3 chemises, des échantillons professionnels et un roman sentimental qu'il n'avouerait jamais avoir lu. Il ignore évidemment que je viens de lui inventer toute une existence depuis ma salle à manger de Montreuil. Je compte d'ailleurs sur sa discrétion. Et puis il y a celui-là, presque avalé par la vapeur. J'ai essayé de lui trouver quelque chose. Employé de banque ? Non. Amant et conduit ? Pas convaincu. Oncle venu chercher un neveu qui revient du régiment ? Rien. Il a refusé toutes mes propositions, alors je l'ai laissé tranquille.
Il faut respecter la vie privée des taches de peinture. C'est étrange quand même. Monet ne donne presque aucun visage à ses gens, et c'est justement pour cela que sa gare se met à grouiller d'histoires. Une touche sombre, une silhouette sur un quai, et nous faisons le reste. Celui qui est heureux de partir, celui qui aurait préféré rester, celui qui accompagne quelqu'un et qui, dans quelques minutes, rentrera seul, et celui qui reviendra, enfin, normalement. 13 ans plus tard, Zola fera entrer tout cet univers dans la bête humaine, les trains, les cheminots, la ligne Paris-Le Havre, le métal, le charbon, le souffle des machines. Chez lui, la locomotive finit presque par devenir un être vivant, une puissance lancée sur les rails. Je comprends assez bien. Une locomotive, quand on lui donne du charbon, de l'eau et un mécanicien, exprime assez rapidement ses chevaux vapeur en hurlant dans la nuit. Pourtant, celle de Monet ne m'effrayait pas. Elle ressemblait plutôt à une grosse bête essoufflée surgissant du brouillard. Je me suis dit que Zola entendait surtout son grondement alors que Monet, lui, regardait de quelle couleur était sa fumée. Et puis j'ai appris que ce tableau avait appartenu à Gustave Caillebotte. Ça ne m'a pas étonné. Caillebotte avait cette drôle d'habitude d'aimer ses amis, au besoin avec son portefeuille. Il peignait avec eux et achetait leurs tableaux à une époque où ils ne se vendaient guère. Celui-là, il l'a acheté à Monet. Je trouve assez joli qu'avant d'appartenir à un musée, un tableau ait appartenu à un ami. Après la mort de Caillebotte, son legs l'a fait entrer dans les collections nationales. Le mien est entré dans ma salle à manger, après mon pot de départ à la retraite. Chacun son parcours. Il faut que je vous dise, je me souviens, il y avait des petits fours, du mousseux et des serviettes en papier, ainsi que plusieurs collègues qui ne savaient soudain plus très bien quoi faire de leurs mains. Mon directeur avait parlé de mon sérieux, de ma rigueur et même de ma bonne humeur, ce qui m'avait permis de comprendre qu'il était très ému. Puis il m'avait donné un grand paquet. À l'intérieur, il y avait cette reproduction, celle qui était accrochée depuis des années derrière mon bureau. Il l'avait récupérée et s'était cotisé pour la faire encadrer. Je ne savais même pas qu'ils avaient remarqué que je l'aimais. C'est ça qui m'avait remué. Pendant toutes ces années, j'avais cru que nous passions notre temps à regarder les mêmes factures. Et eux, parfois, ils me regardaient aussi. J'ai posé la main sur le cadre. En 1877, Monet ne savait évidemment pas ce qu'il attendait. Les années suivantes seraient difficiles, l'argent manquerait, il quitterait Paris pour Véteuil et bientôt son épouse Camille mourrait à 32 ans. Mais ça, l'homme qui peignait la gare ne pouvait pas le savoir. Et c'est peut-être heureux. Si nous connaissions à l'avance toutes les gares où notre train doit s'arrêter, nous passerions probablement le voyage à regarder l'horloge au lieu de regarder par la fenêtre. Alors je suis revenu au tableau. Mon café était froid. J'ai repris le cadre entre mes mains et je l'ai remis parfaitement droit. J'ai reculé, observé le résultat quelques secondes, puis je l'ai légèrement incliné. 2 degrés, pas davantage. Après 37 années de comptabilité, je peux vous assurer qu'une chose de travers mérite normalement d'être rectifiée. Mais celle-là, je vais la laisser comme ça, parce qu'il m'aura fallu une gare légèrement penchée pour découvrir un tableau que j'avais sous les yeux depuis des années. Et peut-être que certaines choses ont besoin de se mettre un peu de travers pour qu'on recommence à les voir. Carnet de la cuisine, lundi 18h42, écriture de Lucie à l'encre bleue. Papa, j'ai vu que tu avais encore remis le Monet de travers. J'allais le redresser, et puis je me suis dit que si tu l'avais fait exprès, ça devait avoir une signification, alors je l'ai laissé comme ça. Et puis je l'ai regardé un peu, surtout le monsieur à droite, tout seul dans la fumée. Je me suis demandé qui il attendait, s'il était arrivé trop tôt, ou s'il était content de voir arriver le train. Oula, je crois que je commence à faire comme toi. C'est légèrement inquiétant, mais ça me plaît bien. Lucie. Post-scriptum. Pissarro a regardé le tableau pendant 15 secondes. Ensuite, il t'a regardé, toi. Je crois qu'entre Monet et un papa légèrement de travers, c'est toi qui l'as choisi. Moi aussi. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.